Chers alumni de l'Université de Lausanne, chers collègues, chers étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, Madame la rectrice, que je salue virtuellement car elle est retenue par d'autres obligations, mais devrait nous rejoindre tout à l'heure, ce qui serait mieux vu qu'elle a un petit discours à nous faire, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le secrétaire général, avec... allons-y. Avec cette ouverture quelque peu pompeuse, mais pas très longue, du compositeur John Williams, et un épigraphe qui mêle nostalgie du conte et extrapolation d'un futur, il ne s'agit bien sûr pas de célébrer à l'approche des fêtes de Noël le crépitement du tiroir-caisse de la firme Disney, qui a racheté, comme vous le savez, la lucrative franchise initiée en 1977, mais de nous déplacer 10 ans plus tard avec un logo rétro de notre crue pour commémorer les 30 ans du bâtiment de l'Anthropole. Promis ce soir, nous l'espérons en tout cas, à un afflux nocturne inhabituel, et j'espère d'ailleurs revigorant. C'est une très grande joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Lausanne à l'occasion de cette soirée festive qui vient couronner tout un ensemble d'événements, et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter dans cette première partie, événements qui ont été lancés à l'initiative de la Faculté des Lettres, des activités qui ont jalonné toute l'année 2017, et qui ont peut-être fatigué certains, je le conçois, et finalement que nous ouvrons ce soir à un public plus large d'anciennes et d'anciens diplômés de toutes les facultés. Je salue bien sûr en priorité les alumni de la Faculté des Lettres et mes collègues doyens qui parleront tout à l'heure, s'adresseront plus spécifiquement aux leurs. Un mélange de nostalgie et de science-fiction, disais-je, c'est en effet ainsi que l'on pourrait qualifier le rapport que nous entretenons à l'Anthropole, un édifice de béton perçu comme moderne sur le campus en 1987, et aujourd'hui véritable témoin d'un grand nombre de transformations du paysage académique en sciences humaines, dont les présentations de ce soir, maintenant et plus tard, je reviendrai sur le programme, devraient vous donner un aperçu. En tant que professeur d'histoire du cinéma, ma préférence va bien sûr à une introduction filmique, et donc je vais laisser la parole et l'image à l'une des nombreuses vidéos qui a été réalisée au cours de l'année 2017 par David Monti d'Unicom. C'était un bâtiment assez fou, il se passait plein de choses dedans. C'est un endroit qui est assez magique pour moi et c'est un endroit où j'ai envie de retourner. Je pense que ma première impression, ça a été cette sensation de grandeur. Il y a quand même une certaine monumentalité dans l'architecture qui peut être un peu déroutante. C'est un bâtiment assez fascinant, qui interpelle rapidement le visiteur. Hein. Mais c'est vrai que c'est un bâtiment qui met du temps à se laisser découvrir, qu'on peut aimer ou ne pas aimer de prime abord, mais je pense que plus on le pratique, plus on l'apprécie, voire on l'aime. Il y a 30 ans, on est en pleine expansion de l'université. Les facultés des sciences humaines en particulier, qui sont logées à la Cité à Lausanne, connaissent un essor assez important. On veut réunir ces sections dans un bâtiment commun, et d'autres sections vont être rattachées à ce bâtiment des sciences humaines numéro 2. C'est les sciences sociales et politiques, la théologie et les lettres. Et on espère aussi, en réunissant ces trois facultés, créer des liens entre elles. C'était vraiment une époque d'expansion, de modernisation, et c'était d'autant plus frappant qu'en même temps, on était en train de fêter le 450e anniversaire de la création, dans le fond, de l'université. Donc en même temps, on était tourné vers le passé, vers l'époque de la Réforme, et puis en même temps, on était dans la modernité, vraiment dans le futur. Et le bâtiment du B2, à mon avis, incarnait cela assez bien. On arrivait avec chaque professeur son bureau, les assistants, leur bureau, c'était un luxe totalement inouï. Et donc le BFSH2 de l'époque, l'actuel Anthropole, a joué un rôle aussi, je pense, dans la croissance des facultés. Beaucoup de professeurs, et j'en étais un, se sont réjouis de pouvoir collaborer avec des professeurs d'autres facultés. C'était beaucoup plus difficile quand on était isolé à la Cité, donc ce bâtiment était une aubaine. Et je pense que le bâtiment, il est aussi un petit peu
à l'image de ce qu'est l'université, avec toutes ses ramifications, ses perspectives différentes. Je pense qu'un des aspects intéressants qu'on voit peut-être pas au premier abord, c'est l'aspect géométrique du bâtiment, que ce soit le carré, le triangle et le rond, ce sont toutes des formes qui sont omniprésentes. Après, la question, je pense, de la circulation, des escaliers, de tous ces demi-niveaux, un peu ce côté dédale, je pense que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on vit. Ce qui frappait le plus, c'était l'aspect labyrinthique. C'était vraiment ça tout le monde était un peu perdu, on cherchait ces salles. C'était vraiment un peu un jeu de piste, quoi. Même après un bon semestre d'études, je jouais beaucoup aux échecs avec un ami. Et donc on finissait parfois les parties en nous rendant au cours. Et on a vécu quasiment un moment dans la 4e dimension, c'est qu'on savait très bien où était la salle de cours, en principe, je ne sais plus, au niveau 3 ou 4. Et on ouvre la porte et manifestement, c'était pas le bon prof, pas les bons étudiants. Donc on s'est trompé d'étage, on redescend d'un étage, toujours pas, on remonte. Et on se dit, mais là, cette salle a disparu. En fait, on était du mauvais côté du bâtiment. J'ai mis du temps à m'y repérer. Effectivement, chaque rampe d'escalier ressemble à la suivante et à la précédente. Mais finalement, ça devenait comme un jeu. Alors, c'est là que les panneaux indicatifs, voilà, on cherche son chemin, longtemps, quoi. Mais en tant qu'étudiant, ce qui compte, c'est évidemment ce qui se passe dans notre vie à ce moment-là, c'est les rencontres qu'on y fait, les rencontres entre pairs, entre autres jeunes, et puis les rencontres avec les enseignants. Pour moi, ces années-là, ça a été des années, évidemment, décisives. Il y aura finalement 12 consultations. Il y avait des grandes discussions à la cafétéria, il y avait un peu des affiches un peu partout. C'était vraiment un bâtiment qui vivait beaucoup. Et puis c'est vrai qu'il y a eu la grève à l'université qui a été un moment assez incroyable parce qu'on s'est vraiment approprié à ce moment-là. C'était vraiment les étudiants qui possédaient ce bâtiment. Le premier jour de grève, le bâtiment des lettres et sciences sociales se donne de petits airs révolutionnaires. La cause principale de leur colère, ce sont les mesures orchidées, ces coupes budgétaires censées redresser le budget du canton. L'UNI doit couper 9% du budget de ses facultés d'ici l'an 2000. Pour les grévistes, c'est clair, c'est le service public qu'on assassine. Et je pense que aussi cette grève a donné une relation particulière au bâtiment, parce qu'on dormait là, donc c'était vraiment devenu, pendant cette période-là, notre bâtiment à nous. Et je pense que sous le campus d'Origny, c'est l'un des bâtiments peut-être auxquels les utilisateurs et utilisatrices s'identifient le plus. Pour moi, l'Université de Lausanne, c'est ça. C'est pas tous ces nouveaux bâtiments, etc. Pour moi, l'Université de Lausanne, quand je pense à l'Université de Lausanne, je pense très clairement au bâtiment Entrepôle, même si ça restera pour moi le B2. Avec la construction en l'année du 450e anniversaire de l'Université de Lausanne, comme vous l'avez compris, de ce bâtiment, c'est le 480e anniversaire maintenant de l'Université de Lausanne, qui constituait la dernière étape du transfert de l'alma mater de la cité vers le campus de Dorigny, on comprend à entendre ces témoignages qu'il symbolise l'essor des sciences humaines et a joué un rôle clé dans le développement des collaborations interfacultaires. Et c'est ce que nous allons saluer ce soir, les 3 facultés, qui occupait évidemment en 1987 ce bâtiment, la faculté des sciences sociales et politiques, la faculté des théologies et des sciences et religions et la faculté des lettres. La démesure de ce bâtiment, qui est pensé comme une ville, avec son avenue principale à chaque étage, ses passerelles, ses carrefours, ses escaliers monumentaux qui sont placés au centre de X, les balcons ouvrant sur de vastes puits de lumière qui brouillent la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, ces ruelles qui conduisent les usagers, alors certes à la désorientation comme l'ont beaucoup noté, mais aussi à conduire à des rencontres fortuites, à échanger, étaient en phase avec les velléités d'ouverture interdisciplinaire des sciences humaines et sociales. Et on peut dire aujourd'hui que cet édifice est à l'image d'un campus aux proportions et aux ambitions d'une véritable cité. Si le journaliste Vincent Bourquin affirme dans le film que l'Entrepôle restera pour lui le B2, c'est bien sûr, puisqu'il faut le rappeler quand même aux plus jeunes d'entre vous, que le bâtiment s'appelait à sa création BFSH2, acronyme pour Bâtiment des facultés de sciences humaines numéro 2, et qu'il était souvent effectivement réduit à B2. En 2005, de nouvelles appellations sont apparues, des mots valises qui ont été rapprochés, comme vous pouvez le voir ici,
dans une page du matin de la compagnie de divertissement que j'ai mentionnée tout à l'heure, ce qui a donné lieu à d'immenses polémiques qui a été suscitée par l'un des termes auprès de la communauté de lettreux, légitimement soucieux du poids des mots. On pourrait même dire qu'ici, dans l'image d'archives, de manière tout à fait concrète, ce poids des mots est ressenti, jusqu'à conduire à un changement de dernière minute. Nous sommes donc passés du BFSH2, communément abrégé B2, au très momentané HUMANS pour en arriver à l'Anthropole. Avant de vous proposer des visites guidées dans le bâtiment, plus tard dans la soirée, c'est une des choses qui vous attendent, je vous invite à une balade en images à travers les différentes activités que nous avons mis en place à l'occasion de la commémoration de l'Anthropole, en commençant par un numéro spécial intitulé « Brève d'Anthropole » de la revue littéraire Archipel, qui est animée depuis plus de 25 ans par une association d'étudiantes et d'étudiants en lettres, la section de français. Les contributeurs qui ont répondu à l'appel sont des étudiants et étudiantes actuels, des anciens diplômés de toutes les facultés, des membres du personnel de l'université, des professeurs et des écrivains ou d'autres personnalités qui ont étudié au BFSH2 ou à l'Anthropole, et dont les textes de forme et de genre libres, mais qui ont comme contrainte commune la brièveté, se rapportent chacun à l'un des espaces du bâtiment, à un espace précis. Le volume offre ainsi, en une mosaïque de petites touches, une balade fictive et subjective à travers le bâtiment, parcours imaginaire dont les étapes sont reportées sur un plan architectural. Le numéro, qui alors vient d'être livré, puisqu'il était livré par l'imprimeur à 17h30 aujourd'hui, est mis en vente à un prix tout à fait spécial ce soir de 10 francs. C'est pas le seul laïus publicitaire, je ferai, il y en aura d'autres, des petites annonces. Donc je critique Disney au début, mais bon, c'est une autre échelle, on va dire. Et donc vous aurez un stand Archipel auquel vous pouvez vous rendre tout à l'heure. Le numéro est agrémenté d'illustrations qui sont réalisées par Madame Mathilde Sberen, qui est assistante diplômée en lettres, et qui croque avec justesse des scénettes volées au quotidien, à l'instar de celle-ci, qui dépeignent la cafétéria et qui, pour les usagers du mois actuel, doivent sans aucun doute évoquer une ambiance, disons, quotidienne. Cette année, les associations d'étudiants en lettres se sont elles aussi prises au jeu de la commémoration, notamment en organisant une soirée fédératrice sous la houlette d'une association estudiantine qui a provisoirement été appelée Trentopole. Et puis, par ailleurs, une autre association d'étudiants, celle en histoire de l'art, qui s'appelle le Cabanon, a mis sur pied ou a mandaté des artistes pour créer une exposition ANT, qui est réalisée en fait par 3 artistes qui sont assistants à l'école, l'un en design industriel, l'autre en photographie, le dernier en Media Interaction Design. Mais comme les personnages dans Camelot, j'ai presque envie de dire, c'est la première fois que je le dis ce mot, je ne suis pas bien sûr parce qu'on me l'a dit, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais en tout cas, il y a une dimension informatique, photographique, et je vous enjoins à y aller parce qu'on a fait en sorte que l'exposition fonctionne ce soir. Elle est ouverte jusqu'au 20 décembre, elle s'arrête normalement à 19h, mais tous les premiers quarts d'heure de chaque heure, de 20h à 20h15, de 21h à 21h15, de 22h à 22h15, puisque ça se termine ce soir à 23h, c'est plus après, vous pouvez vous y rendre et essayer de cheminer parmi ces robots à reconnaissance faciale qui projettent à distance une photographie. Je vous laisse expérimenter le dispositif. Ça se trouve exactement aux antipodes d'ici, devant l'autre auditoire jumeau, le 1129 du côté ouest. Comme de nos jours, le terme site est prioritairement associé à un espace virtuel qui est défini par son URL, je ne peux que vous renvoyer, pour tout ce qui concerne la commémoration, au site Anthropole 30, qui a été créé par la Faculté des Lettres, sur lequel nous avons rassemblé une importante documentation où nous faisons figurer les résultats des performances artistiques, des recherches et des enseignements liés à la commémoration. Vous pourrez y voir le film de tout à l'heure, mais aussi de nombreuses autres capsules vidéo qui ont été réalisées, qui sont dédiées à diverses thématiques, ou alors qui sont des témoignages de personnalités. Des facultés comme les nôtres, dont les approches se veulent notamment historiques, historiennes, et c'est valable pour les 3, ont naturellement saisi l'occasion de ces festivités pour inventorier, photographier, mettre à disposition du public et commenter les traces du passé que recèle le bâtiment, en particulier les moulages d'œuvres qui sont hérités du 57e comptoir suisse qui s'est tenu à Lausanne en 1976 et dont l'hôte d'honneur était l'Égypte. Sans doute c'était moins cher de les rapporter au Caire que de les offrir à l'Université de Lausanne, et donc ils sont ici, et donc il faut s'en occuper. Et donc vous les découvrez au détour d'un couloir, diverses apparitions à l'incongruité surréaliste parmi les surfaces de béton. Elles contrastent avec elles, à l'instar par exemple d'un Bouddha de bois taillé ou d'une sculpture de cheval en bronze prêtée à l'université par le département de la justice,
après qu'un professeur d'archéologie classique a pu prouver qu'il s'agissait d'un faux dans une affaire d'escroquerie. C'est ce genre d'anecdotes que vous pouvez lire sur le site Anthropole 30, et je pense que certaines de ces anecdotes surprendront même les plus familiers du lieu. Ce patrimoine culturel, devenu presque invisible aux yeux des usagers à force d'habitude, ou parce que ces biens justement avaient disparu, notamment dans des sous-sols, à l'instar de ces moulages de bas-reliefs égyptiens qui ont récemment été restaurés et exposés dans le cadre des 30 ans, et grâce à l'assistance de beaucoup de personnes dans cette université, merci, de même qu'un terrain d'exercice formateur. Ainsi, les notices qui ont été établies résultent-elles en grande partie, ces notices que vous pouvez trouver sur le site en cherchant bien, il y a beaucoup de choses, elles ont été établies par des travaux, dans le cadre de travaux d'étudiantes et d'étudiants d'histoire ancienne et d'histoire de l'art, dans une démarche qui a allié initiation à la recherche, enseignement et médiation culturelle. Ces investigations ont notamment servi à la mise sur pied d'une exposition qui a été confiée à Patrick Moser, conservateur à la Villa Le Lac, Le Corbusier, exposition qui s'est achevée début novembre, mais dont vous pouvez retrouver les panneaux en ligne et qui donnera lieu prochainement, 2019, à une publication. Tout en rassemblant et en identifiant des sources de la fin des années 80, il nous a paru nécessaire de veiller aussi à garder les traces du présent, d'abord celui des événements liés à la commémoration bien sûr, et je regarde la caméra mais c'est pas ça que je pense, c'est l'ensemble de ces événements bien sûr, mais aussi à la vie actuelle, maintenant, dans le bâtiment. Et l'une des choses à laquelle on a pensé, qui est évanescente, c'est l'affichage sauvage sur les murs intérieurs de l'édifice. C'est une exception sur le campus qui témoigne combien l'Anthropole reste attaché au souvenir des banderoles et slogans de la grève de 1997. Finalement, c'est un phénomène évanescent qui a pu être enregistré sur vidéo de manière, alors ici c'est très bref, je ne montre pas la totale en morphing sur l'ensemble de l'année, mais de manière systématique par un chercheur en anthropologie visuelle qui nous vient de la FTSR. Les documents volatiles qui sont conservés par ces images ont notamment servi à l'analyse du paysage linguistique dans l'Anthropole par des étudiantes et étudiants d'un cours de linguistique au gré d'une enquête qui les a par ailleurs conduits à réaliser là aussi des enregistrements, mais sonores, des enregistrements de conversation aux quatre coins, bon, dire les quatre coins du bâtiment avec la forme du bâtiment, compliqué, mais voilà, dans différents lieux du bâtiment pour cartographier l'usage des langues, étudier la manière dont les locuteurs bilingues passent d'une langue à l'autre au sein d'une même phrase, ce qui est fréquent en Suisse, comme on le sait, d'examiner comment différents accents français du Québec, de Paris, mais aussi, disons-le, du canton de Vaud, sont perçus, la manière dont ils sont perçus à travers des enregistrements sonores, ou alors des différences culturelles qui sont observables en situation de communication. Ces enregistrements sonores ont en outre été exploités dans un deuxième temps sur un plan artistique, par la compagnie ici même. Alors ceux qui étaient dans le bâtiment aujourd'hui même ont encore vu des gens les yeux fermés se balader dans le bâtiment avec un casque qu'ils mettaient sur les oreilles à certains moments. Tout à coup ils ouvraient les yeux et il y avait une image. Et donc nous avons effectivement eu un pendant théâtral, artistique et aussi une expérience là autour qui s'est terminée aujourd'hui. Si le jubilé de l'espéranto a été célébré à Varsovie l'année où l'Anthropole sortait de terre, je ne pensais pas que je vous la ferais celle-là. C'est au contraire la richesse culturelle du multilinguisme qu'explorent nos chercheuses et chercheurs en concevant la diversité dans l'unicité du lieu. Les festivités des 30 ans ont également été le prétexte d'un renouvellement du matériel iconographique. Je ne dirais pas que c'est la raison première, mais parce que l'idée était aussi de recréer une base d'images autour du bâtiment, parce qu'il n'y a quand même pas que Géopolis. À notre époque de diffusion de l'information via les réseaux sociaux, l'image des sciences humaines se devait, à mon sens, de faire peau neuve. C'est pourquoi le prix photographique de la Chambronne, qui est organisé par la rédaction de l'Auditoire, un journal des étudiantes et étudiants de l'UNIL et de l'EPFL qui paraît depuis 1982, a été consacré cette année à la thématique de l'Anthropole. Par ailleurs, nous avons engagé un photographe spécialisé dans les images architecturales de cathédrales, Alain Quillard, pour rendre compte de manière subjective de la monumentalité de l'édifice. Une exposition de ces photographies a été montée au semestre de printemps, dans l'Anthropole évidemment, et est désormais disponible en ligne. Et Alain Quillard s'est par ailleurs mis au défi, incité certes par ses mandataires, un peu férus d'images, disons, insolites, d'adapter au bâtiment sa technique dite du point de vue de l'ange. Alors, aucun lien avec la faculté de théologie et de sciences et religions, mais c'est vrai que comme il l'avait adapté à des cathédrales, il l'a pensé ici, et ça consiste à placer son appareil au-dessus du vide, stabilisé par des câbles, de sorte à plonger le regard à l'intérieur du bâtiment depuis son sommet.
la séance de tournage d'une capsule vidéo, que vous verrez en fait en toute fin de cette présentation, avec une musique au son des années 80, et c'est l'une des versions, a constitué un petit événement en soi, auquel se sont prêtés des étudiantes et étudiants et des collègues. Varier le point de vue, changer de perspective est chose usuelle en sciences humaines et sociales, et donc nous avons voulu appliquer cette démarche réflexive à notre environnement proche, au bâtiment lui-même, en plaçant l'édifice sous la loupe de l'analyse comme une petite planète à redécouvrir. Nous vous invitons, vous aussi, ce soir, à une telle découverte ou redécouverte. Ce n'est pas tous les soirs, je peux vous l'assurer, que vous verrez dans les murs de l'Anthropole des énergumènes s'agiter avec des casques sur les oreilles au rythme de tubes des années 80 entendus d'eux seuls, puisque quand vous les verrez de l'extérieur dans la silent disco qui est là, vous n'entendrez pas la musique qui est la leur, et donc cet environnement un petit peu dépaysant devrait participer de cette découverte ou redécouverte. Alors je ne suis pas certain que vous résisterez à l'achat de produits dérivés. Pour rester dans l'esprit de Star Wars évoqué au début, il y a d'une part Archipel que j'ai mentionné tout à l'heure, mais aussi vendu au prix coûtant, un produit que beaucoup d'entre vous connaissent déjà s'ils ne sont pas alumni, mais que je vais quand même présenter via un film. C'était ironique, évidemment. À notre époque où toute production scientifique et culturelle se présente à un moment ou l'autre sous la forme d'un fichier informatique à stocker, une clé USB à l'effigie du bâtiment nous a semblé de circonstance. On parle de périphérique pour qualifier ce type de produit, mais rien n'est moins dispensable. La clé renvoie aussi à la prise en compte par nos facultés, au niveau de l'innovation pédagogique et des méthodologies de recherche, des possibilités offertes par la transition numérique. Nos décanats se doivent aujourd'hui plus que jamais d'être ouverts à la nouveauté, aux évolutions rapides, et j'aimerais prendre à titre de contre-exemple un doyen de fiction particulièrement réfractaire à la nouveauté, dans un film qui est la version 2016 du film Ghostbusters, un film très populaire dans les années 80, devenu d'ailleurs franchise. Si vous passez par les magasins de jouets, constatez que et Playmobil et Lego l'ont franchisé, de manière très surprenante d'ailleurs. Et c'est une version plus récente, où cette fois, nous avons des chasseuses de fantômes, et ce qui évidemment inverse les rapports de genre, puisque le standardiste qui est affublé de tous les clichés de la secrétaire peu dégourdie est incarné par un homme, et qui nous rappelle aussi que les changements majeurs qui sont intervenus dans nos facultés touchent aussi à l'essor des gender studies, dont sans doute mon collègue de SSP parlera tout à l'heure, tant dans les cursus que dans la sensibilité à ce type de problématique. Je parle au nom d'une faculté, comme je l'ai déjà dit hier soir lors de la cérémonie des nouveaux professeurs, une faculté dans laquelle la part des professeurs au sein du corps professoral a connu la progression suivante, 29% en 2010, 47,3% cette année. En 7 ans, on est quasiment à cette vision 50-50 qui est visée. Je me permets d'avertir avant le court extrait de film que je vais vous montrer que ceux qui s'attenderaient à ce qu'un professeur de cinéma leur montre un grand film esthétiquement recherché, que nous sommes dans une comédie hollywoodienne loufoque à la trivialité assumée. Unlike Columbia, this institute is 100% behind us. Really? Erin, this is what we have dreamed about since we were little kids. I know that if you come and join us here, they are going to be so pumped. We just have to go upstairs and ask for more money. I just honestly didn't realize your department still existed. What? Oh, come on, ghosts? I will not let the 12-year reputation of this fine institution be besmirched by you. Oh, come on. Suddenly this place has a classy reputation to uphold? You're only dean now because the last dean went to jail. Are you saying that I'm not qualified?
You spell science with a Y. And what's upsetting about that is I don't think you know that that's wrong. This is an institution of higher learning. And if you guys want to study ghosts, do it somewhere else, because I have 2 words for you. Let me guess, get out? No, he's gonna say suck it. He's not gonna say suck it. Suck it. You okay? You know, oh my gosh. I think it might be a ghost. Oh no, it's not, it's just a bird. Bye, there's the door. Later days. Can you hear this? Let me turn it up. Oh my God. This is incredibly immature behavior. Caught it. Alors j'ai bien une collègue qui travaille sur les liens entre les théories parapsychologiques et l'histoire de la réception des images animées, mais jusqu'à présent jamais un collègue n'est venu, et c'est pas, ils viennent pourtant souvent, n'est venu me demander des fonds pour l'étude d'ectoplasme. Même si vous verrez tout à l'heure, de ce côté-là notamment, vous en verrez dans les corridors. L'innovation aujourd'hui, et moins du côté fantomatique, même si elle est virtuelle, réside moins dans des appareils alors improbables pour capturer des spectres que dans la composante numérique, d'ailleurs indispensable à la réalisation des effets spéciaux du film en question. En mars 1987, sortait sur le marché à un prix de lancement d'environ 3 000 $, le Macintosh SE, fruit de l'innovation dont on avait fièrement équipé les salles du BFSHD. Et c'est là, peut-être vous avez un souvenir d'une disquette d'un travail qui s'était démagnétisé, c'est le cas. Un petit coup de vieux peut gagner peut-être certains d'entre nous. Il y a la mémoire morte et la mémoire vive des machines et la mémoire toute subjective des individus. À titre de comparaison, notons qu'un smartphone possède au minimum 1500 fois la capacité du disque dur interne du Macintosh SE aujourd'hui. C'est dans un même esprit, mêlant style rétro et portabilité, que la faculté des lettres a mandaté des concepteurs pour créer, parce que nous sommes vraiment dans la logique du produit dérivé, vous avez cru que c'était un gag, mais en fait non, un jeu vidéo qui est appelé Dédalopole, disponible gratuitement là sur App Store et Google Play. Nous avons enlevé le son, de sorte que je puisse parler en même temps. Donc c'est le caractère géométrique du bâtiment qui se prête à une représentation schématique de type pixel art, comme on dit aujourd'hui rétrospectivement, qui affiche à notre époque du photoréalisme immersif, comme on l'a dans un grand nombre de jeux vidéo, une volonté d'historiciser les modes de la représentation audiovisuelle, et même vidéoludique. Inscrire les développements de l'informatique et les usages d'Internet dans une profondeur historique, et dans des discours qu'ils ont suscités ou qu'ils suscitent, se familiariser avec les bases de la programmation afin de pouvoir dialoguer avec des développeurs en connaissant les possibilités et les limites des outils, analyser les productions nativement numériques issues de l'industrie culturelle ou du champ artistique, penser l'impact des technologies de l'information et de la communication sur des citoyennes et citoyennes avec les lunettes des sciences humaines et sociales, j'espère qu'il y a une chute, parce que c'est comme ça, afin notamment de nuancer le technocentrisme ambiant, enfin enrichir les pratiques de recherche par des outils numériques. Tu m'as fait un geste, je t'en ai reculé. Très bien. Voilà les objectifs, il fallait y arriver, hein, mais c'était l'emphase, d'un programme interfacultaire, puisque l'objectif est de vous parler de choses qui concernent simultanément nos 3 facultés, en humanité numérique qui a été initié l'année passée et qui rassemble nos 3 facultés afin de former les étudiantes et étudiants aux enjeux contemporains qui touchent toutes nos disciplines. Ces nouveaux enseignements, qui peuvent bénéficier de l'expérience des chercheuses et des chercheurs de FTSR, Lettres et SSP dans plusieurs projets qui sont soutenus par des fonds tiers et qui ont une dimension numérique, notamment ne serait-ce que par l'utilisation de bases de données, s'inscrivent dans un contexte institutionnel particulièrement favorable au vu de la création très prochaine, au début de l'année 2018, d'un centre de compétences pour les humanités numériques qui sera dirigé conjointement par l'UNIL et les PFL. Ce partenariat avec la PFL concerne aussi le niveau master, mais aussi le niveau doctoral, puisque de part et d'autre, nous avons une formation avec des ponts qui sont en train de se mettre en place. Dans le cadre aussi de la création donc, de ce programme doctoral, les PFL et l'UNED sont centraux, mais il y a aussi les autres universités, notamment Genève, Fribourg, Berne et Bâle. Afin de vous donner une idée de ce qui peut être abordé dans ce champ interdisciplinaire au niveau master, je vais évoquer quelques exemples d'enseignements qui sont dispensés cette année. Sur un plan méthodologique se pose notamment la question de la formulation explicite de modèles, de la transposition de problématiques de sciences humaines en opérations
susceptibles d'être traités informatiquement, à l'instar notamment de modèles mathématiques en sciences naturelles, mais pas forcément d'ailleurs selon une démarche strictement quantitative. C'est à cette nouvelle tournure d'esprit que les étudiantes et étudiants sont sensibilisés, notamment, je prends ici un exemple de cette réflexion méthodologique, à travers le développement d'outils adaptés à des objectifs de recherche. C'est un exemple dans le domaine littéraire, un logiciel qui est développé en section des sciences de langage et de l'information, qui offre une visualisation automatique du texte théâtral en lisant toutes les répliques d'une œuvre, par exemple ici celle de l'École des femmes de Molière. Vous voyez sur la droite défiler les 5 actes et près de 1800 alexandrins de la pièce, afin de mesurer la place relative de chacun des personnages dans le réseau d'interaction verbale qui compose la pièce, et donc de faire apparaître certaines caractéristiques de la structure narrative de la comédie. Par exemple, vous verrez cette densification progressive, on en arrive notamment à montrer le statut particulier de la résolution, où tous les personnages sont réunis, et comment ils le sont de manière progressive avec cette densification. La production, la diffusion et la consommation d'images s'est vue elle aussi fortement modifiée par la généralisation du numérique, même si une archéologie des médias permet de montrer que des enjeux parents ont été soulevés préalablement ou parallèlement. Comme ici, la démarche de l'artiste brésilien Valdemar Cordeiro, qui numérisa en 1972 des images photographiques ensuite reproduites grâce à des caractères alphanumériques, alors qu'au même moment, presque 2 ans avant, mais aussi au même moment, les tout premiers capteurs numériques étaient développés. Démarche parallèle dans le champ artistique, dans l'expérimental et l'industrie, et pourtant avec des objectifs et finalement une méthode similaire. La transition numérique a donc eu aussi des incidences sur l'histoire des formes, mais elle peut aussi être appréhendée dans une perspective sociologique, comme dans ce cours dont les enseignants se penchent notamment sur l'influence mutuelle du social et du technique dans le processus de numérisation, en l'occurrence dans des cas particuliers qui suscitent la controverse, tels que les formes de travail en ligne ou les usages de réalité virtuelle ou augmentée. À notre époque de massification des fake news, cet enseignement porte sur la question de l'enquête comme forme d'établissement des faits et de la réalité, en s'intéressant à la manière dont le numérique offre un support à l'enquête tout en devenant lui-même un univers d'enquête. Internet constitue également un vaste champ d'exploration de la production des traces numériques par ses usagers, de leur collecte concentrée, comme vous le savez, aux mains d'un nombre très limité d'acteurs, c'est d'ailleurs l'un des problèmes, et de leur exploitation, souvent par ces mêmes acteurs, d'où le vrai problème, pour la publicité, le marketing, la communication, la politique et la surveillance. Voici 2 études de cas, l'une effectuée à partir du site web de partage de photographies et vidéos, et l'autre à partir d'un réseau social, enfin Twitter. La comparaison révèle que la photographie est un indicateur beaucoup plus approprié à l'étude des pratiques touristiques, ce qui était l'objectif de l'auteur. C'est une sorte de cas d'école, parmi d'autres, qui permet de montrer à la fois et la puissance et la limite de l'analyse des traces numériques. J'ai donc exposé ici sommairement quelques nouveaux objets d'étude des sciences humaines et sociales qui auraient été inconcevables en 1987. En même temps, ça a l'air proche pour un grand nombre de ceux qui sont ici et peut-être se souviennent de leurs études, et en même temps, c'est avant le web. Donc on est vraiment dans un champ, on dit souvent il y a des changements de paradigme, puis on a l'impression que c'est pompeux, mais là, on a vraiment cette impression, quand on se souvient l'avant du web, on est quand même dans un monde relativement différent, ou alors il s'agissait d'études de récits de science-fiction. Je vais désormais passer la parole à mon collègue doyen David Aminovitch, doyen de la faculté de théologie et des sciences des religions. Je lui passe le témoin. Merci. Voilà, merci Monsieur le Doyen, merci cher Alain. C'est peut-être aussi l'occasion de te remercier d'avoir organisé toute cette année de festivités, parce que je crois que personne n'a prévu de t'applaudir, c'est pas dans le programme. Donc peut-être une deuxième salve juste pour ça. Il n'est pas en train de pleurer, il est un peu ému, mais bon, ça va aller. Alors, simplement, évidemment, c'est pas facile d'enchaîner après avoir vu cet extrait du film Ghostbusters. Juste te dire, Alain, qu'en fait, s'ils ne sont pas venus te voir, ils sont venus chez moi, en FTSR, pour savoir comment étudier les fantômes. Hein, on a des gens qui travaillent sur le spiritisme, etc. Donc voilà, c'est normal que tu ne les aies pas vus, ils sont venus chez moi. Voilà, Madame la rectrice, que je salue, elle est arrivée.
Messieurs les doyens, donc cher Alain, cher Jean-Philippe, monsieur le vice-recteur, monsieur le secrétaire général, puisque je les vois devant moi, mesdames, messieurs, chers alumni, notamment les alumni de la FTSR, qui sont très nombreux. Lorsque nous comptons chaque année nos étudiants, environ 250 quand même, un frisson parcourt notre dos, lorsque nous nous comparons à ces deux facultés que je qualifierais volontiers de mastodontes, notamment les facultés donc, de lettres et de SSP, puisqu'elles ont plus, je crois, de 2000 étudiants chaque année. Alors, évidemment, pour nous, c'est peu, c'est un peu la rencontre entre David, puisque c'est mon prénom, et Goliath, mais dans les couloirs, mais de combat, il n'y a point. Hein, je vais rajouter, mais de combat, il n'y a point, évidemment, vous comprenez pourquoi. D'abord, il faut comparer ce qui est comparable. Si nous regardons les chiffres des autres facultés de théologie et de sciences des religions à travers le monde, l'exemple allemand exclu parce qu'il existe, vous le savez, des débouchés directs pour être professeur de religion à l'équivalent du gymnase, nous sommes en fait dans le peloton de tête. Ensuite, petit clin d'œil à Jean-Philippe, le bâtiment de SSP dévolu au sport et donc à la lutte. Le synathlon n'est pas encore ouvert, donc nous ne pouvons pas faire le combat réellement. Et l'Anthropole, comme son nom l'indique, a un projet qui est beaucoup plus ambitieux, puisque, même si le nom a été discuté, on l'a dit, c'est le lieu de la réunion des capacités humaines, donc de combat, il n'y a donc point. Alors, la FTSR est bien à l'Anthropole, nous sommes, vous le savez peut-être, au 5e étage tout en haut, au 7e ciel, dans une aile, et progressivement, vous ne le savez peut-être pas, je crois qu'Alain Boila le sait, nous avançons progressivement dans le couloir pour prendre, nous essayons en tout cas, tenter de prendre voilà, quelques salles, parce que nous avons quand même de plus en plus de collaborateurs suite à l'obtention croissante de projets européens et de projets suisses ces dernières années. Nos étudiants aussi augmentent régulièrement, il faut le dire, en théologie et en sciences des religions, mais il demeure tout de même un décalage que nous constatons à la FTSR entre les étudiants inscrits dans nos cursus et les étudiants présents en cours. Non, c'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas de l'absentéisme, au contraire. Nous faisons face à chaque rentrée de plus en plus d'étudiants venant des facultés de lettres et de SSP. Je répète souvent que l'État est laïque, mais que la société ne l'est pas. La gestion du religieux, comme on dit aujourd'hui, est devenue, vous le savez, un enjeu sociétal majeur dans tous les secteurs. Et souvent, les clés de lecture des phénomènes religieux manquent à différents acteurs, au public en général et aux décideurs en particulier. Nous faisons profession de ce manque à la FTSR et des étudiants des 3 facultés qui suivent donc nos cours viennent chercher des éléments de réponse dans leur formation. C'est une des perspectives que les 3 facultés ont décidé d'organiser dans ce qu'on appelle une branche. La branche Histoire et Sciences des religions dans l'arbre de connaissances du Jardin d'Éden. Voilà. Voilà. On y arrive. Donc la branche, je disais, Histoire et Sciences des religions dans l'arbre de connaissances du Jardin d'Éden qui est l'UNIL et au moins, en tout cas, le campus de Dorigny. Bien que le bâtiment Anthropole se prête à tous les délices, souvent à la cafétéria, la formation proposée aux étudiants, donc branchée, ne mène pas pour autant aux fruits défendus. Dans un monde où les mots religion et théologie ne font plus guère recette depuis plusieurs décennies, alors que tout le monde s'accorde sur la nécessité d'étudier le religieux depuis déjà quelques années, pour mieux comprendre notamment l'actualité cruelle, la branche Histoire et Sciences des religions, de simples rameaux, grossit donc d'année en année. Fini le saule pleureur des débuts, nous ambitionnons d'être le nouveau chêne Napoléon du campus de Dorigny, respectable par son âge. La faculté, Alain Boila l'a rappelé, à le même âge que l'université, donc 480 ans cette année. Et sa stature, je parle du chêne Napoléon, avec le soutien indispensable donc de nos collègues de lettres et de SSP. La branche Histoire et Sciences des religions est aujourd'hui l'une des plus importantes en nombre d'étudiants en Suisse et aussi en Europe. J'ajoute même en termes de qualité de recherche, si j'en juge par les nombreuses publications scientifiques de premier rang et les financements obtenus de l'Union européenne, je l'ai dit tout à l'heure, de la Suisse et du canton. Pour vous expliquer maintenant la branche et ses embranchements sur l'autoroute des facultés de l'UNIL, j'ai choisi de vous présenter le parcours de l'étudiant modèle, qui est en fait statistiquement une étudiante. Je l'ai appelée Aline Rochat, d'abord pour faire vaudois, hein, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Rochat. J'en connais beaucoup personnellement, peut-être qu'ici dans la salle il y en a d'ailleurs.
Et aussi Aline, d'abord en hommage à Aline Hostetler qui a organisé pour la FTSR tout le lien avec Unicom pour présenter cette soirée, et aussi en hommage à Ramu. Bien que nous ayons, en plus des étudiants vaudois, des étudiants d'autres cantons et même de l'étranger. Donc Aline, cette étudiante virtuelle, est sans savoir multidisciplinaire, transversal et interdisciplinaire, qui est le thème de la soirée. Alors évidemment, il est trop tard pour disserter sur les différences de sens entre ces termes, mais retenons qu'elle est un petit peu, si je puis dire, le couteau suisse. Elle est devenue, normalement, à la fin de son parcours, multicompétente. Elle est inscrite à la faculté le plus souvent de lettres, et elle suit, bien entendu, des cours dans cette faculté, je rassure le doyen, mais aussi des cours à la FTSR, et quelquefois même de nombreux cours. Avant l'édification du bâtiment Géopolis, et à l'exception si je puis dire, d'obscurs enseignements relégués dans d'autres bâtiments au nom tout aussi évocateur, le Cubotron ou l'Internef, oui, il y avait vraiment des cours là-bas, les mélanges des disciplines enseignées avaient essentiellement lieu dans les murs de l'Anthropole. Aline, donc, est douée d'un fort sens de l'orientation, d'abord pour se repérer, on l'a vu tout à l'heure dans le bâtiment, dont nous avons appris dans cette année commémorative que l'architecte un peu vicieux avait sciemment fait un plan pour nous perdre en route. On pourrait y voir un éloge de l'étudiant retardataire, ou peut-être, je dirais, que l'architecte avait peut-être lui-même un vieux compte à régler avec la ponctualité, mais plus sérieusement, l'architecte a voulu susciter des rencontres, comme il l'a dit, à travers ce plan. Si Aline donc a trouvé la salle, en temps et en heure, je le dis pour les étudiants retardataires souvent, vous ne pouvez pas citer cet exemple, ou cette excuse du bâtiment pour arriver en retard. Cette étudiante donc doit aussi faire face à une masse de disciplines, de champs et de méthodes qu'elle doit normalement choisir au début du semestre. Citons à la volée une offre de cours en sociologie des religions, une autre en tradition religieuse transversale et marginalisée, un TP en sanskrit et un magnifique séminaire sur les manuscrits de la mer Morte, par exemple. Comment choisir entre Durkheim et les hymnes védiques, entre le Talmud et les méthodes mixtes, entre les évangiles apocryphes et le spiritisme, entre les parchemins médiévaux et les bases de données numériques. Lors de son choix, définitif à la mi-octobre, vous le savez, sous peine d'une amende salée, elle doit avoir en tête les modalités en même temps des examens à venir pour éviter de se retrouver à passer une dizaine d'examens oraux et à rendre des dizaines de pages de travaux écrits lors de la même session d'examen. De plus, se grève la logique administrative implacable de la branche. Par exemple, l'examen oral d'introduction aux civilisations d'Asie du Sud ne peut être présenté en première tentative à la session d'automne, contrairement aux examens d'histoire du christianisme qui peuvent être présentés à toutes les sessions. Ou encore, les examens en sociologie des médias ne peuvent être présentés en seconde tentative à cette même session d'automne, alors que l'examen d'introduction aux civilisations d'Asie du Sud, oui, à condition, bien entendu, de l'avoir raté à la session précédente. Voilà. Alors, les conseillers aux études m'ont précisé que c'est quand même rattrapable, compensable par la note de pluralité religieuse et spirituelle obtenue en juin. Donc je le dis à bon entendeur. De même, la validation en anthropologie du corps et de la santé ne fait pas l'objet d'une inscription, alors que le contrôle continu en hébreu, oui. Aline, donc, vous le voyez, doit savoir que finalement, il y a toute une série de petites choses à savoir dans les modalités d'examen, dans l'offre de cours, et évidemment, il faut être au moins conseiller aux études pour s'y retrouver. Alors, j'ajoute que Aline doit être consciente d'une dernière subtilité. Aline est soumise aux règles de reconduction aux examens de sa faculté, c'est-à-dire, vous l'avez compris, la faculté des lettres, alors que ce n'est pas le cas pour ses collègues de la même mineure du bachelor en sciences des religions. Bachelor, d'ailleurs, qui comporte une mineure qui peut être prise par la faculté des lettres. Voilà. Donc, comme vous, en lisant, j'ai été obligé de lire évidemment en détail fourni par Franck Muller en particulier, un des conseillers aux études de la FTSR, j'ai l'impression que adhérer à cette branche, c'est quelquefois changer de galaxie. Que dis-je plutôt d'univers, car les subtilités que je viens d'exposer de la branche Histoire et Sciences des religions ne sont pas circonscrits au bâtiment Anthropole. Ils débordent largement. Une nouvelle galaxie, donc plutôt un nouvel univers. Tout commence bien à l'Anthropole, puisque c'est ici qu'Aline découvre que les cours d'arabe ont lieu, c'est déjà une bonne nouvelle,
mais à Genève. Et qu'elle a la possibilité de suivre des cours en ethnographie New Age, j'ai vérifié ça existe, à Neuchâtel. D'ailleurs, si Eline était une Neuchâteloise, ayant subi ce qu'on appelle là-bas un pilier à l'UNIL, en histoire et sciences des religions, la mécanique presque horlogère se double d'une autre dimension, je puis dire la 4e dimension, celle que l'on nomme le triangle azur. Et dans ce cas de figure, peut-être même le triangle des Bermudes. Je passe sous silence, évidemment, puisque j'ai pas le temps, la connaissance indubitable et essentielle des horaires des CFF et du métro, toujours pour arriver à l'heure. Voilà, mais pour finir avec tout ça, évidemment, ça pose quand même une question de fond, c'est-à-dire la question de l'identité à travers les études. Finalement, Aline est-elle une lettreuse, une FTSRienne ou un peu une SSPiste? En fait, un peu des trois. Au-delà de son inscription administrative, derrière, je dirais, tous ces manques formels, il y a bien une visée mûrement réfléchie à travers la branche interdisciplinaire que les trois facultés ont montée. Nous cherchons à articuler le singulier, c'est-à-dire le projet personnel et le projet professionnel de l'étudiant, de chaque étudiant, et également l'universel, c'est-à-dire les savoirs et les méthodes de base pour traiter du religieux. Le comprendre, et au final, nous cherchons à former des acteurs, directs ou indirects, des problématiques sur et autour du religieux. Tout ce que je viens de vous présenter, vous l'imaginez, est fruit de longues réflexions, de longues discussions, de nombreuses réunions entre les enseignants des trois facultés auxquelles on doit rendre hommage. La branche Histoire et Sciences des religions présente l'originalité de considérer le projet de l'étudiant au lieu de le dissoudre dans un plan d'études, de nourrir ce projet, de le confronter aussi à d'autres projets, à d'autres étudiants venant d'autres horizons, et en d'autres termes, à faire de l'étudiant une personne dotée de compétences, lui donnant les moyens d'agir dans le monde complexe dans lequel nous vivons. C'est, à mon sens, l'enjeu de l'interdisciplinarité qui réside en ces termes. Je vous remercie. Madame la rectrice, monsieur le vice-recteur, monsieur le secrétaire général, chers invités, mesdames et messieurs. Après les stand-up d'Alain Boya et de David Davidovitch, à mon tour, au nom du décanat de la Faculté des sciences sociales et politiques, de vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue à cette soirée festive autour de cet étrange objet transitionnel que constitue le bâtiment Anthropole. Transitionnel, je dirais, au double sens du mot, c'est-à-dire bâtiment dans lequel on ne fait que passer, et transitionnel au sens symbolique de l'objet privilégié qui rassure. Encore que la signalétique de ce bâtiment ne soit pas de nature à rassurer et à chasser l'angoisse, puisque 30 ans de déambulation dans un tel bâtiment n'enlèvent pas avec une certitude absolue un cheminement sûr. Il y a en effet dans ce bâtiment quelque chose qui ressemble au Dédale de Knossos, qui ont probablement inspiré un peu le jeu Dédale de Paul, déjà iconique de Alain Boya, conçu par Alain Boya. Et il y a peut-être aussi quelque chose dans ce bâtiment de la tour de Babel, c'est au théologien de nous le dire. Je dois toutefois confesser que SSP n'a pas quitté Anthropole à cause de sa signalétique et de l'effroi que ce bâtiment aurait pu susciter. Notre faculté a tout simplement quitté Anthropole en 2012 parce que l'État, généreux, a construit un nouveau bâtiment nommé le Géopolis, autre mot valise, sur les hauts du petit vallon de la Mouline, en amont de la Chambronne. Et donc, désormais, nous regardons un peu de haut Anthropole. Non pas avec dédain, mais avec l'ivresse de l'altitude de Géopolis qui culmine à près de 400 mètres, soit 15 mètres plus haut qu'Anthropole. Nous ne descendons à Anthropole en faisant la grande traversée de la Chambronne que pour les grandes occasions, et ce soir, à l'évidence, en études. Donc vous l'avez compris, nous sommes un peu les outsiders ce soir, car notre faculté n'a passé à Anthropole que 25 ans sur ses 116 ans d'existence.
Et évidemment, face à la quasi-éternité de la FTSR, qui fête cette année, on l'a dit modestement, ses 480 ans, nous ne sommes que peu de choses. Mesdames et messieurs, la figure imposée de cette ouverture officielle, c'est l'interdisciplinarité. Ce sujet me permettrait de vous parler toute la soirée uniquement de la faculté des sciences sociales et politiques, puisque l'interdisciplinarité est inscrite dans son ADN. Mais ce serait absolument indécent. Sinon, pour vous rappeler à ce stade que nous domicilions dans la faculté 4 grandes filières, psychologie, sciences sociales, sciences politiques et sciences du sport et de l'éducation physique. Entre ces 4 disciplines, nous avons déjà de très belles opportunités de collaboration. J'en dirai d'ailleurs davantage tout à l'heure pour les happy few facultaires. Pour la collaboration entre nos facultés, il fut un temps où l'on privilégiait les départements interfacultaires. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, la structure que nous privilégions dans notre faculté pour la collaboration interfacultaire et interdisciplinaire est ce que nous appelons les plateformes sur des projets ambitieux et fédérateurs. Il y en a 4 qui nous unissent. D'abord, je cite le pôle de recherche national consacré aux vulnérabilités, la plateforme de recherche sport en deuxième lieu, en troisième lieu, le laboratoire de culture et humanité digitale de l'Université de Lausanne, le LADUL, et enfin la plage plateforme en étudiant. Outre les collaborations que ces plateformes permettent, l'idée est de vous montrer que l'Anthropole, malgré Géopolis, je dirais, est un espace toujours investi par les étudiants SSP, vous l'avez entendu pour nos formations conjointes de master tout à l'heure. Mais il y a une porte d'entrée ou une petite lucarne qui n'a pas encore été ouverte ce soir, ou si peu, tout à l'heure, évoquée par David Aminovitch. Il s'agit de ces fameuses mineurs que Lettres et FTSR offrent à SSP et des mineurs que SSP offre à Lettres et FTSR. Mais vous me direz, c'est quoi des mineurs ? Et donc c'est la mission aussi étrange qu'impossible qui m'a été confiée ce soir de vous parler des mineurs. En fait, ce terme apparemment barbare désigne tout simplement des branches ou des disciplines qui sont structurées dans un plan d'études. L'étudiant peut prendre cette discipline ou cette mineure dans son plan d'études en complément de sa majeure dans le jargon SSP. Donc, en résumé, il y a les étudiants de lettres et de FTSR que SSP accueille dans les mineurs. Nous en offrons 3 qui correspondent aux filières de psychologie, de sciences politiques et de sciences sociales. Par exemple, cet automne, il y a 237 étudiants de lettres qui viennent prendre ces mineurs chez nous et 13 étudiants de FTSR. Et à l'inverse, il y a 213 étudiants de bachelor de SSP qui vont prendre une des 18 mineurs en lettres. Et vous constatez que ces mineurs sont des branches enseignables que nos étudiants vont chercher prioritairement en lettres, que ce soit l'anglais ou l'allemand. Mais il y a aussi 28 étudiants, je veux le relever ici, en histoire et esthétique du cinéma, car il y a Alain Boyat qui y enseigne. Et enfin, ils sont 34 étudiants de SSP à aller prendre la mineure en sciences des religions en FTSR cet automne. Donc si l'on fait un premier bilan, notre faculté est contributrice nette d'étudiants par rapport à la faculté des lettres, car nous accueillons plus d'étudiants de bachelor que nous n'en exportons, si je puis dire. Et nous sommes bénéficiaires nets par rapport à FTSR, car nous accueillons 13 étudiants de FTSR contre 34 de nos étudiants qui vont suivre des cours en sciences des religions et probablement davantage, me dit David. Mais nous ne sommes pas des marchands de tapis et quand on aime, on ne compte pas. Donc, nos 3 facultés collaborent bien et pour vous prouver que l'on s'entend bien, vous constaterez que dans mes interventions, je cite toujours mes collègues. En voici 2 exemples en forme de clin d'œil. Nos 2 collègues ne sont pas au courant. Petite surprise. Je cède la parole sans plus attendre
dans la joie de la parole adressée, dirait mon collègue doyen de la faculté des lettres. Un autre vise à former des esprits doués de réflexion critique et non des moutons adeptes de la pensée unique et de la facilité, cette drogue fétiche de la modernité, a écrit mon collègue doyen David Amidovitch. Voilà, on se parle énormément. C'est probablement un résultat important d'Anthropole d'avoir réuni des collègues qui probablement s'ignoraient superbement avant 1987 quand ils étaient éparpillés dans leurs bâtiments respectifs en ville. Pour avoir vécu personnellement cette transhumance, jeu de mots, comme assistant à l'époque, je me rappelle que nous la vivions comme un exil, comme une relégation. Nous avions l'impression de rejoindre un non-lieu, un espace vide après la densité et la diversité de la ville. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, le campus fait ville. Outre ce dialogue renforcé entre les trois facultés sœurs, il y a une autre évolution que j'aimerais partager avec vous, qui est très importante et que je reprendrai tout à l'heure dans les salles des facultés respectives. Les effectifs étudiants et des enseignants de notre faculté ont tout simplement explosé en 30 ans en lien avec le développement général de l'université. Je l'ai observé à travers 4 zones de forage, si je puis dire, dans le temps, 1987, 1997, 2007 et 2017. Et tout simplement, en 87, il y avait 710 étudiants en SSP sur un total de 6519 à l'université. Et vous découvrez sur la slide chaque étape décennale de cette augmentation. Et lors de cette rentrée, nous accueillons 3068 étudiants sur un total de 14 600 environ à l'Université de Lausanne. Donc, si l'on rapporte ces chiffres à l'ensemble des étudiants de l'UNIL, notre faculté représente environ 20% des effectifs totaux. Je me permets d'attirer votre attention sur un tournant capital qui se joue en 2002. Coup de tonnerre, la faculté des SSP devient alors en effectif d'étudiants la plus grande faculté de l'Université de Lausanne, et cela jusqu'en 2013. C'est probablement un moment cruel ce soir pour la faculté des lettres de rappeler que depuis 2002, elle n'est plus la plus grande faculté de l'université. Et évidemment, c'est un moment où on casse l'ambiance. Après ce cap historique que nous venons de franchir à cette rentrée de plus de 3000 étudiants, et vous en avez la répartition sous les yeux, selon les 4 filières que j'ai évoquées tout à l'heure, avec, vous voyez, la coloration de la psychologie. Nous pouvons aussi mettre en lien la répartition du corps professoral que j'ai été voir en 87, où il y avait 26 équivalents plein temps de professeurs pour 231 professeurs pour toute l'université. En 2007, notre faculté compte 62 professeurs en EPT, toujours sur un total de 350 équivalents plein temps, 539 si l'on compte la clinique. Bref, en 30 ans, nos effectifs étudiants ont quadruplé et notre corps professoral a plus que doublé, mais n'a pas quadruplé. Et pour autant, je ne pense pas que le moment soit déjà revenu de faire la grève. Je ne veux pas allonger sur ces aspects statistiques dans l'exergue d'un récent carton d'invitation de la FBM. Il est dit, il est facile de faire mentir les chiffres, mais encore plus facile de mentir si on n'utilise pas de chiffres. Et vous pourrez dire au doyen FBM que je l'ai aussi cité ce soir. Tout cela pour vous montrer que ces 30 ans ont constitué un moment capital dans le développement non seulement de nos facultés, mais aussi de l'université dans son ensemble. Aujourd'hui, l'université compte 5 facultés de sciences sociales et humaines et près des 4/5 des étudiants de l'université sont en SHS. Voilà, je termine avec notre présent et notre avenir immobilier pour la faculté des SSP, c'est Géopolis, le cap nord du campus.
Et c'est Synathlon, le nouveau cap sud du campus, et nous abandonnons le cap est à Anthropole. Et voici ces deux magnifiques bâtiments que nous célébrerons un jour. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de donner la parole à la rectrice, la professeure Nouria Hernandez, qui est rectrice depuis l'été 2016 et qui nous a rejoints. Et je la remercie beaucoup du soutien qu'elle a accordé à cette soirée. Monsieur le vice-recteur, monsieur le secrétaire général, messieurs les doyens de la faculté de théologie et de sciences des religions, des lettres et des sciences sociales et politiques, vous avez peut-être remarqué l'ordre dans lequel j'ai nommé ces facultés. Ce soir, nous fêtons les 30 ans de l'Anthropole. 30 ans, c'est un âge vénérable, mais ce bâtiment est presque neuf, parce qu'en fait, il a été refait en profondeur pendant les 3 années passées. Et donc, on a l'avantage de fêter 30 ans dans un bâtiment qui n'a pas l'air d'avoir 30 ans, en tout cas de par son état. Donc aujourd'hui, c'est un jour festif. À voir le nombre de gens dans cet auditoire, il me semble que beaucoup d'entre vous ont été marqués par ce bâtiment. Je vais en dire juste quelques mots. Donc il a été bâti 10 ans plus tard que l'Internef. Monsieur Coqui, qui a présidé pendant très longtemps à l'architecture du campus de Dorigny, a dit que l'Internef est encore symbolique de la peur des révoltes étudiantes. Les bureaux sont dans la tour, qu'on ne peut atteindre que par 2 cages d'escalier. Les grands auditoires sont en bas. On peut ainsi bien contrôler les flux. Au contraire, l'Anthropole est une ville. Galeries marchandes, espaces informels, coursives, des passerelles, etc. Maintenant, lorsque ce bâtiment a été inauguré, et d'ailleurs bien des années après, je vivais aux États-Unis, et donc j'ai raté tout un pan de l'histoire, de l'actualité de l'histoire suisse, et donc de l'actualité lausannoise, et certainement de l'actualité de l'Université de Lausanne. Mais mes sources me disent que ce bâtiment a une fière histoire d'engagement estudiantin et de contestation, puisqu'il y a eu des occupations d'auditoires dans les années 1990 et en 2009 par des étudiants qui voulaient faire changer la société dans la direction qui leur semblait, je suppose, plus propice au bonheur humain. Donc l'Anthropole, bâti à une époque où on n'avait plus peur des révoltes estudiantines, les a en fait connues simplement quelques années plus tard. Je trouve ça bien. Ce bâtiment est un bâtiment conçu pour les sciences humaines. Celles-ci se sont tellement développées à l'Université de Lausanne que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a dû construire un autre bâtiment, lui aussi monumental, mais dans un style assez différent. Il s'agit bien sûr de Géopolis, qui abrite maintenant la faculté de géosciences et des sciences de l'environnement et la faculté des sciences sociales et politiques. Le Synathlon est le dernier venu de ces bâtiments qui abritent des sciences humaines. Ces bâtiments témoignent donc de la vivacité des sciences humaines à l'Université de Lausanne et en fait, ces sciences humaines ont exploité cet anniversaire pour développer des séminaires, des expositions, un film, un inventaire de collection dont vous avez, je pense, déjà entendu parler ce soir. J'aurais dû commencer par vous dire, rassurez-vous, ça va être court. Pour terminer, j'aimerais dire que cette fête de l'Anthropole illustre, je pense, l'importance de l'université en général et dans le cas présent, l'importance de l'Université de Lausanne pour les gens qui s'y sont formés et qui reviennent aujourd'hui faire la fête dans leur bâtiment. Merci beaucoup.
je voulais vous dire quelques mots du programme, même si il est presque déjà plus respecté, parce que si vraiment on le respectait, vous auriez juste 2-3 minutes pour gagner d'autres lieux, mais peu importe. Vous présentez donc le programme de la soirée. Les alumni sont cordialement invités à une présentation de leurs facultés respectives qui a lieu dans les 3 salles qui sont indiquées ici, entre 19h45, c'est-à-dire dans 4 minutes, et 20h15. Je pense qu'on prendra 5 minutes de battement. Il faut quand même, surtout qu'on est les mêmes, hein, on doit juste un peu changer de visage et de costume. Mais voilà, vous allez nous retrouver là. Les alumni donc iront ensuite au cocktail dînatoire dans le hall du 2e étage. Je vous rappelle que l'accès au cocktail n'est réservé strictement aux membres du réseau alumni et à ceux qui se sont inscrits, parce qu'on peut être membre sans s'être inscrit. On a parlé de la maîtrise des flux. On peut le voir dans un sens effectivement haussmannien, si on veut, mais c'est effectivement obligatoire ce soir, d'où les couleurs des bracelets et la circulation qui doit être un peu maîtrisée, étant donné que les gens qui viennent maintenant à 18h30, certes, mais il y en a d'autres qui viennent notamment pour la salle disco, et ils sont sans doute un peu moins calmes que vous maintenant, et donc il faut gérer l'ensemble, d'où les bracelets, merci de les respecter. Pour les autres visiteurs, la cafétéria est ouverte, elle pratique pour la nourriture les prix des années 80, non pour la boisson, qui devrait être incitatif. Le départ des visites guidées, alors ça n'a rien à voir avec les quarts d'heure que j'ai évoqués avant, il ne faut pas mélanger les visites guidées et les robots de l'exposition Hante. Les visites guidées sont organisées toutes les 15 minutes à partir de 20h, mais là toutes les 15 minutes dans l'heure, 4 fois par heure, entre 20h et 22h. Et elle démarre à proximité du guichet d'accueil des alumni qui est au 2e étage, vous allez le repérer facilement. Vous trouverez, comme je l'ai dit, en sortant sur votre droite, la Silent Disco, un mot qui est presque un oxymore, soit, très étonnant. Elle a déjà commencé et elle sera ouverte jusqu'à 23h, ce qui vous laissera largement le temps d'aller, évidemment, comme vous le savez, acquérir une clé USB de l'Anthropole et votre numéro de la revue Archipel au stand au 2e étage. 2 spectacles de Johan Provenzano sont prévus. Le premier, alors c'est là qu'il faut être attentif, le premier est destiné aux porteurs d'un bracelet Bordeaux qui commence à 20h. C'est pour ça que là, il faudra vider la salle pour installer ensuite. Le second est prévu pour les détenteurs des bracelets blancs et gris à 21h. Alors il y a un circuit évidemment pour les alumni. Pour la Silent Disco, comme pour le spectacle, le port du bracelet est nécessaire. On a investi dans des videurs. Et donc sachez que vous devez avoir un bracelet pour vous y rendre. L'auditoire donc va être maintenant aménagé en vue des 2 spectacles. Je vous prie donc, d'une part pour les alumni ou d'autres personnes intéressées par les présentations facultaires, de noter les salles dans lesquelles il faut vous rendre. Si vous ne savez pas bien où aller ou si vous êtes d'aucune de ces facultés, allez en FTSR, il y a presque personne. Ça existe depuis 480 ans, mais tous les 10 ans, ils perdent 2-3 personnes, ils sont 7 à la vie. Ça, c'est un coup. Et j'ai entendu dire. Donc sur 345, ils sont 7. Donc en tout cas, si vous hésitez, allez-y. Autrement, FTSR et lettres. Et puis, pour des mots d'introduction, et on va vous dire quelques mots de... Enfin, c'est Jean-Philippe qui tient à présenter, faire un teaser, si on veut. Alors, je dois en faire un, alors je dirais télévision, humanité numérique, Sign of the Times. Un court teasing pour simplement vous signaler que nous parlerons de tous les anniversaires que nous n'avons pas fêtés de la faculté et de tous ceux que nous allons célébrer dans les années qui viennent. Et à part cela, nous allons vous donner quelques échantillons des activités de la faculté qui n'étaient justement pas localisées à Anthropole. C'est-à-dire que les alumni d'Anthropole ont moins connu parce qu'elles étaient localisées dans d'autres lieux, à Vidi ou à Provence. Donc vous donnez un goût de ces développements nouveaux de la faculté dans ces 10 dernières années. Et puis il y aura une doctorante qui vous présentera sa thèse en 180 secondes. À tout à l'heure. Voilà, je me dois de répondre à Alain Boya, évidemment. Je veux dire que ce n'est pas la quantité mais la qualité qui compte. Voilà. Donc simplement, c'est une grande question depuis 30 ans à la FTSR. Peut-être certains de vous découvrez, mais d'autres, peut-être d'autres même vont s'inquiéter, notamment ceux qui sont dans cette BD, qui date des années 80, qui a tué Kuchenstück. Donc si vous voulez la réponse, faut venir en 2006, 106 pardon.